17. C'est beau la vie quand adolescent, on passe son temps dans un bistrot de Montreuil et qu'on travaille plus tard avec Buñuel, Etex, Brook, Malle, Deray, Godard ou Rapneau. C'est très beau la vie quand on survit Troufion à la guerre d'Algérie et qu'on peut faire ensuite le tour du monde, du Tibet au Mexique, le tour du temps de Shakespeare à Schlondorf. Et c'est encore plus beau quand on ne se laisse pas griser par ce conte de fées et qu'on trouve encore le plaisir d'écrire Les mots et la chose, le grand livre des petits mots inconvenants. Bonsoir Jean-Claude Carrière. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans ce nouveau 20h de Paris Première. Vous avez raté votre cible ou vous l'avez eu? Non, mais enfin je pourrais mieux faire. Vous le pratiquez de temps en temps ce tir-là? Non, pas tellement il y a longtemps, oui. Mais hélas, quand je faisais la guerre d'Algérie que vous évoquiez, le tir était notre seule distraction, pratiquement. Mais maintenant, vous savez, la vue s'affaiblit, on porte des lunettes, on tire moins. Alors, j'ai cité l'un de vos multiples livres, Les mots et la chose. Oui, c'est le plus sérieux de tous. Est-ce qu'on peut être érudit, c'est votre cas, c'est moi qui le dis, et coquin? Je crois même que les deux vont ensemble, car tout travail d'érudition suppose des récréations, et même tout travail de recherche. Je crois aussi que le travail de bénédictin, d'une certaine manière, prédispose à ce que vous appelez la coquinerie. Alors c'est quoi la chose et ce sont quoi les Alors la chose, tout le monde sait ce que c'est. Les mots, c'est la manière d'en parler. C'est-à-dire que toutes les richesses que possède la langue française concernant le sexe, la manière de le décrire et la manière de le pratiquer, j'ai voulu, j'en ai fait 2 éditions d'ailleurs, j'ai voulu le mettre sous forme de lettres dans un livre pour essayer d'être utile à mes contemporains. Donc, il ne s'agit pas seulement de pratiquer, il faut aussi en parler. Oui, c'est ça. Le tout n'est pas de faire la chose, encore faut-il savoir en parler. Tout le monde sait, enfin tous les gens qui aiment ça en tout cas, ce n'est pas tout le monde. Tout le monde sait à quel point le fait de bien en parler peut ajouter au plaisir et même dépasser le plaisir pour conduire quelquefois au bonheur des mots. J'ai dit érudit, on invite qui ce soir? Le scénariste, le dramaturge, l'auteur, l'historien, le dessinateur? Celui qui est au centre de tout ça, qui est le raconteur d'histoire. Et dans raconteur, il y a conteur. Il y a conteur, c'est le conteur d'aujourd'hui, il me semble. Et érudit, vous savez, c'est un mot dont il faut se méfier. Je crois qu'un scénariste, par exemple, quand il traite d'une question, devient forcément érudit dans ce domaine. Il ne doit pas dire de bêtises. Quand on a fait, par exemple, La Voie lactée avec Buñuel, un film sur les hérésies de la religion chrétienne, alors il ne fallait pas dire de bêtises. La documentation est à la base même de ce travail-là. Quelquefois, la documentation aide l'imagination, aide l'invention. On trouve des choses qu'on chercherait vainement en soi pour la bonne raison qu'on ne les a pas. Alors j'espère que la documentation que j'ai lue sur vous, enfin je vous connais aussi par ailleurs, m'a aidé à imaginer les choses. Carrière, c'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom, c'est un nom du Midi, oui. C'est un nom qui quelquefois s'appelle Carrère, qui vient de la carretera. C'est un mot aussi qu'on trouve en Espagne, c'est-à-dire probablement des ancêtres charretiers ou en tout cas qui faisaient du transport. Alors c'est un nom qui vous colle à la peau, mais c'est un mot qui ne vous va pas. Le mot carrière. Faire carrière, c'est tendre vers un but, une ligne droite. Or vous, tous ces chemins que vous empruntez. Celle-là, je l'ai entendue souvent. À vrai dire, je n'aime que les gens qui sont comme moi un peu dispersés. En matière musicale, par exemple, Michel Portal, à qui on reproche la même chose. En matière picturale, André François, qui est pour moi un très très grand artiste. Oui. J'aime les gens qui ne sont pas fixés sur un point. Je suis comme ça, on ne se refait pas. Hein. Donc je crois qu'en effet que pour faire carrière, d'abord il faut avoir un plan de carrière. Hein. Je n'en ai jamais eu, j'ai toujours un petit peu saisi les balles au bond qui passaient ici ou là. Il se trouve que certaines étaient intéressantes et m'ont suivi longtemps. Il y a quand même un certain nombre de choses que, au long des années, je n'ai pas abandonnées. Alors 1 heure, l'heure qu'on a commencé d'ailleurs de passer ensemble, c'est très peu. Et ça passe vite. Et ça passe très vite, en tout cas avec vous, ça passera très vite. C'est très peu pour vous suivre dans ce parcours très très riche. Alors on retient d'abord le carrière scénariste avec une actualité qui est la nôtre. C'est Le Hussard sur le toit de Jean-Paul Rapneau. On regarde d'abord. On ne peut pas rester comme ça, c'est absurde. Il va revenir, attendez. Ce qu'il faut de ces deux-là. Allez-y, mon jeune. J'y vais, ne bougez pas. Où vous allez là? Ne vous inquiétez pas,
jusqu'à payer. Y a rien à payer, demi-tour et allons aussi là-bas. C'est combien? On m'a dit 7 francs. Nous sommes deux, ça fait 14. Fais pas le couillon, toi. Bon, j'arrondis à 20. À qui je les donne? Descends de ton cheval. Vous voulez plus, eh bien dites-le combien. Arrête du chocolat pruneau. Oh. C'est une histoire grave. C'est une histoire grave, et oui, nous sommes avec Jean-Paul d'autant plus heureux du succès du film qu'il y a dedans, tout le monde le sait, une épidémie, une maladie, une présence de la mort contre laquelle lutte la vie sous la forme d'un jeune homme possédé par la grâce et qui traverse les épreuves en sautant comme son cheval. C'est un livre magnifique de Giono, touffu, dont nous avons essayé de faire un film, c'est-à-dire forcément en oubliant le livre par moment. Et ça a été un travail très long. Je trouve que le travail qu'a fait Jean-Paul est magnifique. Je trouve les 45 dernières minutes de ce film, pour moi, vraiment splendides. Et il faut aussi saluer Nina Companès, qui a travaillé avec nous sur l'adaptation et dont la présence féminine et tout le talent se sentent beaucoup, je trouve. Alors déjà, l'humilité du scénariste, ce pourrait être l'humilité d'autres scénaristes d'ailleurs, je vous mets à l'aise. Vous dites le travail de Jean-Paul. Oui, le travail de réalisation de Jean-Paul et de scénariste, c'est aussi un très grand scénariste. Un scénariste doit avoir beaucoup de qualités, il doit avoir du talent, il doit connaître la technique cinématographique. Il doit savoir comment ce qu'il écrit, ce qu'il écrit va devenir un film. Moi, j'ai tenu à peu près tous les rôles sur des plateaux de cinéma. Y compris le Perchman. Oui, Perchman, etc. Accessoiriste, monteur, j'en ai fait beaucoup de montage. Et en même temps, il a une dernière qualité beaucoup plus rare, c'est l'humilité. Elle lui est nécessaire, car il sait que le film sera de toute manière le film du réalisateur. C'est lui qui va le faire, c'est bien ainsi. Quelquefois même le film de l'acteur principal. On disait autrefois un film de Fernandel ou un film de Gabin. Oui, on le dit moins. On le dit moins aujourd'hui. Autre actualité à la Cinémathèque, quelque chose qui va vous intéresser, le cycle indien. Regardons le reportage de Ludovic Fortin. L'arrivée du parlant est une révolution dans le cinéma indien et a permis de définir un style spécifiquement indien avec l'inclusion de chansons et de danse dans le film, ce qui n'existait pas auparavant. Quand on décrit le cinéma commercial, on appelle masala. Masala, c'est un mélange d'épices. Et donc, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est-à-dire que pour faire le succès d'un film commercial ou populaire, en fait, on se sert de plusieurs ingrédients. Ces ingrédients sont des stars, des chansons, des danses, une intrigue très enlevée, avec une histoire d'amour, des batailles, des bagarres, beaucoup de chansons, beaucoup de danses. Dans le cinéma populaire, le public ne vient voir que les stars. Et ce qui compte, c'est les stars, le directeur des chansons et après le réalisateur et le producteur. Dans le cinéma commercial, le héros n'est pas typé sociologiquement. Il fait plus ou moins partie d'un milieu aisé, il a plus ou moins une religion, mais étant donné qu'en Inde, il y a plusieurs religions, et que le film doit s'adresser à l'audience la plus large possible, on ne va pas typer le héros. Il y a environ 30 millions d'individus par jour c'est un rêve, qui assistent à une représentation. L'Inde est donc le plus grand consommateur de films, mais le plus grand producteur également, depuis, je crois, 1972. L'Inde produit 800 à 850 films par an. Et si on y réfléchit bien, ça correspond à 2 films produits par jour. Il y a des acteurs qui sont des stars, des sortes de demi-dieux au fond, qui peuvent tourner jusqu'à 12 à 25 films en même temps, parallèlement. Même dans les quartiers les plus pauvres, on voit des antennes paraboliques. Dans tous les villages, même les plus reculés, on capte
on capte les chaînes et tout le monde regarde la télévision. Donc si on n'a pas une télévision chez soi, on va chez un voisin la regarder. D'ailleurs maintenant, vous savez qu'en Inde le système Total existe et le mari très souvent demande à l'épouse non seulement d'apporter un réfrigérateur dans sa dot, mais aussi un magnétoscope. Et vous êtes un auteur très prolifique, mais vous rêvez là, quand vous entendez 30 millions de spectateurs par jour. Ah oui, c'est un cinéma extraordinaire. Ils produisent, je crois, autant de films que le reste du monde. Vous savez que je suis le seul auteur non indien qui soit reconnu comme scénariste indien. J'ai ma carte, ça a été très, très compliqué. J'ai même un petit compte en banque à Delhi en roupies. Donc je suis cinéaste indien. Quels sont les critères retenus par eux pour... Il faut avoir participé à un film indien, bien connaître la civilisation indienne évidemment, ce que je connais un peu, oui. Et non, ce que je voudrais dire, c'est que la manifestation de la Cinémathèque, ça va être formidable. C'est vraiment une révélation. On va y découvrir que c'est un cinéma par genre, le cinéma indien. Il y a des genres qui subsistent encore aujourd'hui. Et le genre mythologique, le genre chanté, le genre masala, etc. Et on va voir que dans chacun de ces genres, il y a de véritables chefs-d'œuvre. Il y a une manière aussi de faire un cinéma interindien, si on peut dire, qui s'adresse à tous les Indiens, qui est tout à fait fascinante. Et puis il y a les très grands maîtres que nous connaissons. Mais pourquoi ce cinéma est-il à ce point méconnu par le grand public Il y avait jusqu'à ces dernières années, encore il y a 10 ans, quelques salles de cinéma à Paris qui passaient des films indiens. Il n'y en a plus maintenant, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que contrairement à ce qu'on raconte, que la culture se communique de plus en plus d'un continent à l'autre avec les moyens que vous connaissez, je crois que c'est le contraire. Je crois que très paradoxalement, tout ce qu'on nous dit sur les fameuses autoroutes de l'information et du spectacle ne font que cantonner les gens dans leur petit terrain. Oui, et c'est pour ça qu'il faut aller à la Cinémathèque. Il va y avoir des coups de foudre pour beaucoup de gens. Le risque, c'est que ces autoroutes de l'information qui vont exister ne véhiculent qu'un seul langage, qu'une seule culture. Bien entendu, et on sait d'où il vient. Il vient de la Californie. Il vient même pas des États-Unis, de la Californie. On se retrouve dans quelques instants. Et l'on retrouve notre invité Jean-Claude Carrière dans cette bulle, imaginée et dessinée par l'architecte Kakoub, porte-maillot. Entouré par la vie. Tout à fait, la ville. Alors on est physiquement en Occident, mais on va rester, si vous le permettez, en Asie. On a bien senti votre attirance pour l'Extrême-Orient et pour une religion, une philosophie peut-être, le bouddhisme. Une tradition, c'est le mot que je préfère, je crois. Ce n'est pas vraiment une religion au sens que nous donnons à ce mot. Et puis, ce contact avec le bouddhisme est venu très tard pour moi. Il a commencé par l'hindouisme, dont on dit que le bouddhisme vient. Vous savez, on dit en Orient, ça c'est l'hindouisme et ça c'est le bouddhisme. Tout au moins, c'est les bouddhistes qui le disent, bien sûr. Et c'est vrai que quand on m'a proposé de faire ce livre avec le Dalai Lama, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je connaissais le bouddhisme, mais non pas d'assez loin, mais pas assez intimément pour écrire un livre avec un personnage aussi considérable. Donc je me suis vraiment très très solidement et longuement préparé. Et alors cette rencontre avec le Dalai Lama, elle vous apporte quoi? Vous le considérez comme un gourou, comme un prophète, comme un personnage d'un autre temps? Je le considère comme quelqu'un qui parle avec sa voix personnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui est un individu, qui a eu telle et telle vie, qui à 15 ans s'est trouvé à la tête d'un État, alors qu'il ne savait même pas que la Deuxième Guerre mondiale avait eu lieu, ou presque pas. Vous voyez. Donc il parle comme un individu qui a vécu le drame de l'exil. L'exil est un des grands phénomènes du XXe siècle. C'est le siècle de l'exil, on l'oublie souvent. Et lui représente presque la quintessence de cette notion d'exil, puisqu'il est même chef de gouvernement en exil. Et en même temps, il est la voix d'une tradition. Il est la voix d'une tradition qui remonte au VIe siècle avant le Christ, une des plus anciennes qui existent aujourd'hui. Donc, quand il parle, c'est un individu et c'est des millions de voix autour de lui. Et malgré la justice dont il a été, et les siens, victime, il continue de croire, comment on dit, devant la prajna. Il continue de croire d'abord à la non-violence.
il continue de croire à la non-violence comme seul principe d'action politique, bien qu'il y ait à l'intérieur du peuple tibétain des jeunes activistes, mais qui sont très minoritaires. Il continue à penser que c'est par la non-violence qu'il arrivera un jour à retrouver son pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de candeur? Quand il dit « nous pouvons devenir meilleurs », vous savez, on peut penser beaucoup de choses de lui, sauf qu'il est candide et naïf. C'est quand même quelqu'un qui a totalement approfondi, d'abord, par la méditation quotidienne, sa connaissance de soi à l'intérieur d'une tradition. En plus, c'est un homme qui est un chef d'État. Donc il a tous les matins son conseil des ministres, ses députés, les relations internationales, diplomatiques, la presse, avant de passer l'après-midi aux audiences. C'était là qu'il me recevait l'après-midi, pendant 3 heures chaque jour. Qu'il soit candide, quand il dit « nous pouvons devenir meilleurs », il ne parle pas du tout du point de vue moral. C'est quelque chose qui ne... Vous savez, on dit souvent les bouddhistes ont une certaine indifférence. Quand on dit que la compassion est au centre du bouddhisme, c'est pas une compassion sentimentale comme celle qui nous attirerait vers une petite fille blessée et orpheline au bord du chemin. C'est la compassion comme composante fondamentale de notre nature, de notre être. Alors, c'est un peu la même chose pour ce qu'on appelle la prajna, c'est-à-dire, c'est pas vraiment la sagesse, mais la possibilité que nous avons de l'acquérir. Il y a toujours dans le bouddhisme, c'est un peu difficile à saisir, mais cette notion qu'on appellerait en science la virtualité. Nous avons la possibilité de. Certains la choisissent et d'autres pas. Et il faut croire que cette tradition intéresse des Occidentaux. On va suivre... étrangement, parce tout que... à fait. Oui, On va regarder ensemble un reportage de Philippe Molineau et Thierry Gauthier, en plein centre de Paris. Regardez. Oui. C'est dans le bois de Vincennes que se trouve l'Institut international bouddhique. C'est ici, il y a 10 ans, que fut construit l'unique temple d'architecture tibétaine de Paris. Nous y avons rencontré un drôle de lama. Mon intérêt pour le bouddhisme remonte en gros à une quinzaine d'années. Je suis bouddhiste depuis 12 ans environ. Et je suis d'une famille chrétienne, d'une culture chrétienne. J'ai recherché d'abord dans la tradition chrétienne des réponses aux questions existentielles que je me posais, notamment aux questions relatives à la mort. Les réponses ou les non-réponses que j'ai trouvées dans le christianisme, à l'époque, ne m'ont pas satisfait. J'ai donc, je me suis penché, enfin, j'ai voulu savoir comment l'Orient, à ce moment-là, répondait à ces questions. Et c'est vrai que ça a fait tilt quand j'ai découvert l'enseignement du Bouddha. Mes parents, au départ, se sont demandé où je mettais quand même les pieds. Parce que bouddhisme, les gens ne connaissent pas encore vraiment ce que c'est. Et tout de suite, on pense, est-ce que c'est une secte ou pas? Alors mes parents se sont renseignés. Bon, c'est vrai que maintenant, on entend beaucoup plus parler du Dalai Lama, prix Nobel de la paix, il a été reçu par le pape. Bon, donc ça replace les choses à leur place. J'ai ressenti le besoin de prendre des vœux monastiques et ensuite de faire la traditionnelle retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours, qui s'est terminée en 92. Et depuis, je suis dans ce centre et dans un autre centre en Normandie, comme lama, quoi. Que veut dire lama? C'est le terme tibétain qui traduit le mot gourou en sanskrit, le mot guide. Et le ma de lama veut dire mère. C'est celui qui a l'amour, la compassion pour tous les êtres, comme une mère a pour ses enfants. Que veut dire votre nom? Sultrim, c'est la conduite éthique. Est-ce que vous êtes le seul lama français? Non, il y a beaucoup de lamas français maintenant. Combien? Oh, je ne sais pas, mais... je sais pas, peut-être 60, 70, j'en sais rien. Pourquoi aller au Tibet? On peut très bien méditer en France. Je ne suis pas tibétain. Je suis pratiquant du bouddhisme dans la tradition tibétaine, mais je suis français. Le but de chaque être, c'est de développer ce que dans le bouddhisme nous appelons la nature de Bouddha, c'est-à-dire toutes les qualités d'amour et de compassion que chaque être possède en lui, de façon à ne plus nuire à autrui. On ne peut pas mieux dire. Jean-Claude Carrère, vous-même, vous êtes chrétien. Je suis chrétien, je suis athée, mais je suis d'une famille chrétienne, oui.
Ma mère, en tout cas, mon père, non. Et vous n'avez pas éprouvé le besoin, je sais que vous êtes très intéressé par cette tradition. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on peut devenir lama, comme lama Tseltrim, mais ça suppose de faire 12 ans d'études, et ça suppose vraiment de connaître le tibétain, d'apprendre très profondément. Mais aussi, on peut être en contact avec le bouddhisme qui ne vous demande pas du tout une adhésion. Le Dalai Lama dit toujours, ne vous convertissez pas au bouddhisme. Vous appartenez à une tradition, qu'elle soit chrétienne, musulmane, protestante, athée, rationaliste. Si elle est une tradition, elle a forcément quelque chose d'intéressant et de valable. Alors cherchez d'abord chez vous. Si quelque chose ne vous satisfait pas, s'il vous manque, comme le disait ce lama, certaines réponses, essayez de venir les chercher chez nous. Nous vous proposerons notre propre réflexion. Il y a ce côté très ouvert dans le bouddhisme, qui est loin de toute espèce de dogmatisme. Le Dalai Lama répète tout le temps, si la science découvre quelque chose qui va contre nos écritures bouddhistes, nous devons changer nos écritures. Aucune autre tradition fondamentaliste ne s'exprime de cette manière. Il y a toujours le sacro-saint livre qui a tout dit une fois pour toutes, qui a été révélé ou transmis par telle ou telle divinité et auquel nous devons nous soumettre. Le bouddhisme est le contraire de ça. C'est la seule tradition spirituelle au vrai sens du mot, c'est-à-dire qui s'intéresse avant tout à la vie de l'esprit, qui est aujourd'hui ouverte et disponible. C'est pour ça, je crois, qu'elle attire. Et vous n'avez jamais fait retraite, vous-même? Non, j'ai fait des méditations, j'ai fait un certain nombre de pratiques, j'ai assisté à beaucoup de cérémonies, j'en ai retiré un très grand bien-être physique, mais quand j'étais à Dharamsala, dans le monastère du Dalai Lama, pendant des semaines, avant tout, je pensais à faire ce livre. Donc c'était un travail considérable. Il avait, lui, nous étions 5 en tout, j'avais une assistante, il avait deux assistants, et c'était un énorme travail de 14... Il n'empêche que quand je suis revenu, les gens me disaient « Mais où tu étais en vacances, tu as tellement bonne mine ». Et pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'il est intéressant de voir à quoi peut ressembler un pèlerinage au Tibet. Regardons. Pitaro bhavanti mano madhyari khadairganto aditir dyoraditer antariksha maditir mata sapita saputraha vishwe deva aditi panchajara aditir jatam adityam janidamma vijam shanti ariksha shanti. Ce film a été réalisé par, vous l'avez vu, Renaud Vernardet et Jérôme Hédou, qui en ont fait aussi un livre, Tibet, Les chevaux du vent. Dans la solitude des montagnes, écrivent-ils, il est un marché secret où tu pourras troquer l'agitation du monde pour la félicité éternelle. On retrouve notre agitation dans quelques instants après une pub très occidentale. Et l'on retrouve Jean-Claude Carrière, porte-maillot dans ce 20h de Paris Première. Tout à l'heure, j'ai cité le nombre de livres que vous avez écrits.
J'ai pas donné le nombre de films. Vous les connaissez mieux que moi. Non. J'ai pas donné le nombre de films. Écoutez, de films que j'ai écrits totalement, dont je peux dire, j'en ai fait le scénario, il doit y en avoir 30 ou 35 à peu près, plus, disons, une quinzaine de films auxquels j'ai aidé, j'ai donné un coup de main. Donc une cinquantaine. Il faut y rajouter peut-être une quinzaine de films de télévision, je tiens beaucoup. Et je trouve très très intéressant le travail de la fiction à la télévision, ça m'a toujours passionné, j'y travaille depuis très longtemps. Pourquoi cette passion pour le cinéma? Vous avez une phrase, j'ai de la pellicule dans les veines. Alors pour un fils de vigneron, vous avez... Oui, je ne sais pas pourquoi. J'ai été toujours très très attiré par les arts de représentation, mais d'abord par le cinéma, qui était évidemment un des langages nouveaux de ce siècle. C'est un siècle qui a inventé le son enregistré, l'image en mouvement et filmée, etc. Maintenant les images virtuelles, les images de synthèse, toute une série de nouvelles techniques. Et moi je me suis dit toute ma vie, au fond, pourquoi ne pas essayer de goûter à toutes, d'essayer de voir, parce qu'on n'écrit pas du tout de la même manière quand on écrit un livre et quand on écrit pour le cinéma. Il faut bien savoir que l'écriture cinématographique, c'est quelque chose de très particulier qui tient au jeu entre les caméras, les angles, les regards. Le montage est essentiellement ce langage-là. Donc et puis on voit que, par exemple au XIXe siècle, un auteur disposait du théâtre et du roman, de la poésie, du livre et du théâtre. S'y sont ajoutées toutes ces possibilités, pourquoi ne pas en profiter? Et puis aussi parce que, enfant, dans les années 30 et 40, le cinéma conservait une force d'attraction magique, oui, qui était incomparable. Oui. Voilà, j'ai donné le nom de tous les grands cinéastes avec qui vous avez travaillé, avec lesquels vous continuez, parmi eux, Buñuel. Alors on va établir une petite chronologie avec 3 extraits de 3 films de Buñuel auxquels vous avez collaboré, Journal d'une femme de chambre. Comment vous conseillez? Que vous dire? Je ne sais pas au juste. Parfois, c'est tellement difficile. Enfin, je veux dire, il y a peut-être d'autres moyens, des rapports plus... moins... certaines caresses qui... Expliquez-moi bien. Il y a caresse et caresse. Et cela se passerait souvent? Mon mari est un homme si fort... 2 fois par semaine, peut-être. 2 fois par semaine? Mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Si robuste que soit un homme, il n'a pas besoin 2 fois par semaine de... Voyons, de toute façon, ce que je puis vous dire, c'est que vous devez n'y prendre, vous, aucun plaisir. Oh, ça, monsieur le curé, vous pouvez en être sûr. Eh bien maintenant, madame, savez-vous que le toit de notre église menace ruine? Ah? Il faut absolument que nous le fassions réparer avant l'hiver. Pour l'auteur des mots et la chose, c'est vous. C'est moi, oui, bien sûr, c'est moi. C'est vous, au carrière je jouais le curé. Le curé. Je confessais Françoise Lugagne. Oui. Et c'est à cause en écrivant le scénario, on joue toujours les scènes quand on écrit un film, entre nous, enfin avec Louis, et avec n'importe quel metteur en scène. Donc lui, s'était attribué le rôle de Jeanne Moreau. Alors moi je faisais tous les autres rôles et il avait trouvé que je jouais bien le rôle du prêtre et me l'avait confié. C'était mon premier vrai rôle. En particulier le geste, il y a caresse et caresse. On a fait ça des centaines de fois. Alors vous avez récidivé comme acteur, mais en 81 vous êtes arrêté. Oui, non, j'ai encore joué depuis, mais pas dans les films de Louis. Pas dans les films, mais dans d'autres, ça m'arrive de temps en temps. Ah bon? Vous pourriez donc à nouveau faire l'acteur. Je crois que c'est tout à fait passionnant pour quelqu'un comme moi qui passe sa vie à poser des problèmes aux acteurs, de temps en temps à passer de l'autre côté de la caméra pour essayer de les résoudre. Car il y a de vrais problèmes de comédiens. Un acteur, c'est un être humain, vivant. C'est un artiste au sens profond du mot. Il a son mot à dire, il a quelque chose à apporter, à ajouter à un film, à une pièce à plus forte raison. Deuxième extrait d'un deuxième film dont vous avez écrit le scénario avec Louise Buñuel, Belle de jour, avec Catherine Deneuve. Tu te souviens d'Henriette? Oui, très bien. Il paraît qu'elle va régulièrement faire des passes. Comment? Oui, dans une maison de rendez-vous. On dit que c'est sûr et certain, elle irait plusieurs fois par semaine. Tiens. Oh, tu te rends compte, Henriette? C'est vrai que toi, tu es tellement loin de tout ça. Non, mais tu réalises, c'est vrai. Une femme comme toi et moi. Tu la vois avec n'importe qui. Quand on est là-dedans, sûrement, on n'a pas le choix, il faut prendre ce qui vient. Les vieux, les pas vieux, les moches, les pas moches. Déjà, avec un homme qu'on aime bien, il y a des moments désagréables. Avec des inconnus, ça doit être horrible. Mais ça existe encore, ces endroits-là? Je vous demande bien pardon, mesdames. Et pour exister, ça existe. Je vous le garantis. Oh,
Ça ne vaut peut-être pas les claques d'avant-guerre. Évidemment, on a enlevé les lanternes. Mais faites-moi confiance. Ça ne chôme pas. Je pourrais vous en montrer une bonne demi-douzaine. C'est le métier qui veut ça, comprenez-vous. Depuis 20 ans que je fais le taxi, j'en ai vu toutes les catégories. On n'a pas fait exprès, hein. Non, c'est pas obsessionnel. Non, non, vraiment pas. Là, c'est une scène où on voit comment la tentation peut se glisser dans l'âme d'une masochiste qui s'ignorait. Et ça va la conduire à toute l'histoire du film. C'est au tout début, ça. Et c'est le roman de Kessel que vous avez adapté. Alors, ça se passe comment? Qui a l'idée? C'est vous qui lisez le roman de Kessel, qui le proposez à Buñuel? Non, ça dépend. Ça peut être le scénariste, ça peut être le metteur en scène. Dans ce cas-là, c'était une proposition des producteurs. C'était les frères Hakim qui possédaient les droits du livre et qui l'ont proposé à Louis, qu'il a lu, qui m'a écrit. Je me suis à ce moment-là avec Louis Malle sur Le Voleur. Et j'ai reçu une longue lettre de Louis que, évidemment, j'ai gardée, où il m'a raconté à sa manière le livre de Kessel. Un essaim de putain avec des conflits très intéressants entre le super-ego et le hit. L'utilisation ironique du langage psychanalytique était déjà une piste d'adaptation. D'ailleurs, vous aviez une drôle de relation avec lui. Vous aviez établi, comment dites-vous, un pacte avec le diable ou le bon Dieu, là? Le pacte d'agression et pas de non-agression. C'est-à-dire qu'il fallait pouvoir dire non à Buñuel. C'était très difficile. Moi, j'étais un scénariste débutant, il était en pleine gloire. Et on ne peut travailler à deux que si on a un droit de critique, voire un droit de veto qu'il avait établi autrefois quand il travaillait avec Salvador Dali sur Un chien andalou. Je vous propose une idée, vous devez pouvoir me dire non, quelle que soit ma renommée. Sinon, ça n'a aucun intérêt de travailler avec quelqu'un. Et au début, dès qu'il me proposait quelque chose, j'avais envie de l'aimer, cette idée. Je lui disais oui tout le temps. Alors il m'a lentement appris à lui dire non. Et ce droit de veto consiste à, très vite, en moins de 3 secondes, à éviter qu'intervienne le raisonnement, le rationnel, notre aspect rationnel, à essayer instinctivement, ça rappelle un peu l'écriture automatique des surréalistes, d'essayer de dire oui ou non, et si on dit non à une idée, l'autre n'a pas le droit de la défendre. Il faut tout de suite passer à autre chose, ce qui oblige l'imagination à un travail harcelant. Et c'est à ce pacte qu'on doit des films aussi grands que Le charme discret de la bourgeoisie. Mais là-bas, Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous le spectre du commandeur. Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous Pour faire croire qu'il avait assisté à ce banquet. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Vous disiez surréalisme. Oui, ça c'est une scène qui nous a donné beaucoup de mal à écrire et que nous n'avons pu accepter, que Buñuel n'a pu accepter que quand elle est passée dans un rêve. Il l'a trouvée trop irréaliste. Il n'aimait pas cette étiquette de surréaliste qu'on lui mettait toujours sur l'épaule. Cela dit, ça reste une des grandes scènes du... Mais c'est toute la difficulté. Vous pouvez délirer, imaginer une scène, mais à quel moment vous anticipez, vous pouvez la réaliser, entre guillemets déjà, avant même qu'elle soit tournée à l'écran? C'est-à-dire, c'est un des grands mystères est d'arriver, dans le cas de Buñuel, et Truffaut l'avait très bien remarqué, à laisser un apparent libre cours à l'imagination, une certaine liberté, entre guillemets, laquelle est un fantôme, comme Buñuel l'a dit dans un titre, et en même temps d'arriver à un scénario impeccable et construit, en fait. Construit à l'intérieur même d'une déconstruction. C'est très mystérieux. Nous n'avons jamais pu expliquer ça, ni l'un ni l'autre. Ne comptez pas sur moi ce soir pour vous le dire. Mais il y a un moment donné où quelque chose se sent. On sent si ce que l'on a imaginé et joué entre soi est vivant ou mort. C'est quand même ça la grande qualité d'une action dramatique. Il faut qu'elle soit vivante.
pour reprendre des termes bouddhistes, qu'elle soit éveillée et qu'elle ne soit ni endormie, ni morte. Et ce qui est mort est souvent artificiel. La vie est toujours naturelle. Je retiens votre terme de tout début de l'émission. Je suis un raconteur. La recette d'un scénario, le secret d'un scénario, c'est quoi? C'est raconter une histoire? Je crois qu'il y a un lien secret entre le cinéma et l'art narratif. Je crois que c'est vrai que ça s'accorde très très bien. Le déroulement du film, à un certain rythme, rappelle le déroulement d'une histoire dite autrefois par un conteur dans une société traditionnelle. Cela dit, il y a de très très beaux films, d'abord documentaires, et ensuite qui ne racontent pas forcément une histoire. Moi j'aime bien les histoires, certaines peuvent être totalement invisibles ou très très complexes. Les plus grands auteurs que nous admirons, de Shakespeare à Dostoïevski, se sont parfaitement bien arrangés de la nécessité narrative ou dramatique. L'histoire a ce grand avantage qu'elle vous accroche, qu'elle vous intéresse. Vous ne pouvez pas, si vous êtes vraiment intéressé, et plus que ça, si vous êtes pris, comme on dit par l'histoire, vous en détachez, vous restez là, et à ce moment-là, on peut introduire en vous tout ce qui la nourrit, tout ce qui l'enveloppe, tout ce qui en fait la chair et le sang, et qui n'est pas peut-être visible au premier regard. Et tout cela, ça s'apprend dans une école prestigieuse du cinéma qui s'appelle la FEMIS, où nous suivons Lionel Boisseau, qui a rencontré peut-être, en tout cas espérons-le pour lui, un futur carrière. Where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. Because there's no one like you left. Je suis assez fasciné par tout ce qui est cinéma américain, les grosses machines bien ficelées, très dramatiques, assez peu psychologiques. Moi j'aime bien les scénarios qui s'inspirent de mondes réels, quoi, qui pourraient imaginer des films qui se passeraient dans le monde du football, dans le monde du jeu, de l'argent. C'est un peu une gymnastique qui devient un peu la gymnastique du scénariste, qui est celle de, dès qu'on voit un événement, un micro-événement dans la rue, d'essayer de pousser un peu cet événement jusqu'à ce qu'il devienne un peu dramatique. Angela, en représailles, c'est aussi ce qui lui donne la rage d'être terrible, se fait vitrioler le sein gauche, la voir un sein bandé quand nu, elle apparaît, la voilà Amazon. Dans le cadre de l'école, d'écrire un scénario qui a été réalisé par 4 personnes. Donc c'était le même scénario dans le cadre d'un exercice. Pour les gens de première année, moi j'étais en 2e année à l'époque. Et donc en face de moi, j'ai vu défiler 3 versions du même scénario. Bon, et on s'aperçoit que c'est vraiment plus du tout la chose qu'on a écrite. Mais heureusement d'ailleurs, tant mieux. We gotta go! We gotta get out of here! We gotta go right now! Listen to me, Steve. No, you don't understand! We've gotta go! Go where? No, we gotta go! What the hell are you talking about? Steve, this is important. Go where? En fait, la seule chose du scénario qui sera entendue par le spectateur, ce seront les dialogues. C'est le dialogue qui peut faire qu'un scénariste a un style particulier. Vivre de ces scénarios originaux, c'est un peu plus difficile. Enfin, ça paraît plus loin. Mais bon, bah, moi, je veux en vivre, de toute façon, c'est clair. Il est déjà dans cette humilité dont vous parliez. Hein, oui, c'est bien ce que disait Stéphane quand il parle de la rue, de l'accident dans la rue qu'on a envie de développer. Il faut même aller plus loin. Il faut se dire constamment que tout le spectacle que nous voyons autour de nous n'est fait que pour devenir du cinéma. Tout n'existe que pour être un film. Il faut s'obséder à ce point-là. Il vous est arrivé d'avoir une idée de scénario
déformé, maltraité ou transformé. Transformé, ça arrive tout le temps, on a toujours une surprise. Le scénario, j'ai coutume de dire, c'est une chenille qui devient un papillon. Elle contient tous les éléments du papillon, mais elle ne vole pas. Et le film, comme Stéphane le disait très bien, doit être différent. Il doit prendre son vol. Alors quelquefois, ce vol est un petit peu clopinant, maladroit. Parfois, il est brillant, superbe. C'est tout à fait normal que, à partir du scénario, un film trouve sa propre vie. Là, on parle du cinéma, mais on va parler un instant du théâtre. Quand vous écrivez pour le théâtre, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit ou est-ce que c'est différent? À peu près avec des contraintes techniques différentes. Il y a là aussi un chemin à parcourir qui conduit à des comédiens, à des images et sous la direction d'un metteur en scène. Disons que les contraintes financières et techniques sont tout à fait différentes. Je ne dis pas que les unes sont meilleures que les autres, mais il faut connaître les deux parcours. Votre actualité ciné, c'est Le Hussard sur le toit, on l'a dit. Votre actualité théâtre, c'est Harold des Modes en ce moment. Au Bouffe Parisien. Alors je vous propose un portrait tout en contraste de Daniel Darieux par Jean-Marc Froissart. Je l'adore depuis longtemps. Vous avez l'impression d'avoir vécu un conte de fées? Oui, enfin je vois pas les contes de fées comme ça, mais d'avoir vécu... J'ai eu beaucoup de chance, disons, c'est plutôt de la chance. J'ai l'impression de vivre un rêve. Parce que je n'ai rien eu à choisir, tout m'est venu comme ça, j'ai eu des grands creux dans ma carrière, et tout s'est reparti, ça ne m'avait, je sais pas, atteindre du tout. Vous avez un air honnête et franc qui me plaît beaucoup, mais ça ne suffit pas. Est-ce que vous pensez que tous les films que vous avez faits, qui sont des films parfois à l'eau de rose, est-ce que vous pensez que ça a déteint sur votre caractère ou que ça vous a donné un non, je suis pas du tout à l'eau de rose, moi dans la vie, pas du tout, non. Non, mais j'aime par exemple voir des grandes histoires mélo. Je suis orpheline. C'est ma tante qui m'a élevée, mais elle me battait. Des belles histoires d'amour qui vous font pleurer, qui vous mènent loin, comme ça, où on rêve. Est-ce que vous pouvez être méchante, Daniel Darieux? Moi? Oh, méchante, non, je crois pas. Je peux être vache, mais pas devant les gens. Bon, on peut dire des vacheries. Tout le monde, on dit des vacheries. Hein. Bon, quand on n'a pas de sympathie pour quelqu'un, on a toujours un petit truc à dire, mais pas devant les gens. Je peux pas être méchante devant les gens. Alors, vous êtes satisfait? Est-ce que vous auriez un souvenir personnel concernant votre premier bal et votre premier baiser, pour rester dans l'esprit de battement de cœur? Mon premier baiser, je sais même pas dans quel film c'était. Menteuse! C'était pas un garçon avec qui j'avais envie de flirter. Alors je ne sais plus qui c'était d'ailleurs. Mais non. Je crois que quand on aime un peu. On peut pas se passer la personne qu'on aime. Je veux dire, on est très. Puis c'est un don de soi aussi d'aimer. Il faut être aimé, hein, aussi, parce que c'est très gentil d'aimer, mais il faut être aimé. Moi, quand je me sens pas aimée, je suis très malheureuse. Mes deux premiers maris, ça a été très court. Et moi, ma vie a commencé à partir du jour où j'ai connu mon mari, avec qui j'ai quand même vécu 43 ans. Alors là, ça devient un vrai mariage. Le mariage, c'est sérieux? Est-ce que vous pleurez quand vous êtes heureuse? Oh oui. Quand je suis malheureuse, quand je suis heureuse. Je suis très émotive. Mais c'est très difficile d'aller au spectacle pour moi, parce que il m'arrive vraiment d'être tellement émue que je ne peux plus me lever. J'ai la figure ravagée de larmes. C'est effrayant. C'est vrai que je lui ai écrit une lettre d'amour quand j'avais 10 ans. Elle était pour moi l'idéal sur la Terre. Et puis je lui ai rappelé à l'occasion d'Harold des Modes et elle m'a dit très très gentiment, je crois que je ne l'ai pas gardée. Pourquoi lui avez-vous écrit cette lettre? Parce que j'avais vu une photo d'elle en maillot de bain au bord d'une piscine. J'étais un petit paysan, je ne savais même pas que les piscines existaient. Dans une maison sur la Côte d'Azur, cela m'était apparu comme une image de l'Éden sur la terre. C'est avec Ève, la femme idéale. Alors j'avais écrit une lettre qui, je crois, était en vers déjà. Oui. Et comme ça, je lui avais jeté mon cœur. J'avais 9 ans et demi, 10 ans. Et au fond, qui sait si c'est pas elle qui vous a donné cette passion pour le ciné? C'est bien possible. De façon peut-être inconsciente. Oui, bon, l'Éden, dites-vous, quelque chose comme d'inaccessible. Je me le suis souvent demandé. Vous savez, il existe à certains moments dans la vie quelque chose qu'on appelle d'un mot très fort, un charme, qui est un véritable enchantement. C'est peut-être ce jour-là un effet qu'à distance, cette fée merveilleuse m'a amené.
Vous dites, quand j'étais paysan, j'ai rappelé en quelques secondes à peine votre parcours, fils de vigneron, fils de paysan. Oui, de petit vigneron de l'Hérault, du voilà. département de l'Hérault. Et aujourd'hui, en haut de l'affiche, quand vous voyez ce parcours, vous songez à quoi? Oh, je n'en tire aucune espèce de fierté. Je suis un fils de la République, c'est-à-dire je me dis que si je n'avais pas, selon le système républicain qui me l'a permis, à l'âge de 10 ans, passer une bourse, et je n'aurais pas eu accès à cette culture et vous ne me poseriez pas de questions ce soir. C'est pour ça que je suis et je serai toujours éternellement reconnaissant à la République. Je suis au fond profondément républicain et quand je la vois menacée, je suis prêt à prendre mon vieux fusil. Et vous étiez le premier dans votre famille à obtenir le certificat d'études. J'imagine la fierté de vos parents. Oui, ils étaient, je crois, assez contents. Par la suite, mes études n'ont pas toujours été super brillantes. Mais enfin, mon père est mort, hélas jeune, bien avant que je publie mon premier livre. En revanche, ma mère a vécu assez longtemps pour en profiter avec moi. C'est vrai que ça joue un rôle, cette espèce de promotion, d'accès à la notoriété, le fait de passer à la télévision a complètement changé les rapports entre parents et enfants d'un certain point de vue. Il y a ceux qui passent à la télé et les autres. Oui. Vous étiez, ce qui génère aussi une certaine injustice. C'est pas parce qu'on passe pas à la télé. Au contraire, il y a même des auteurs qui choisissent de n'y pas passer et il faut respecter leur choix. Vous étiez adolescent dans un bistrot de Montreuil. Oui, vous y retournez parfois. Est-ce que ce bistrot existe encore? Non, le bistrot n'existe plus. Il s'appelait chez René. Il appartenait à des cousins, les cousins Ferriot, qui sont toujours bien vivants. Et non, il n'existe plus. Il est devenu une banque, hélas, comme beaucoup de bistrots. Mais la fenêtre de ma chambre, d'ailleurs, j'y suis passé récemment, existe toujours. Et puis Montreuil est toujours Montreuil. J'ai gardé des attaches très fortes. J'ai vécu 8 ans. On a conçu cette émission comme une histoire, et souvent la fin rejoint le début. On a commencé par parler des mots et de la chose. Je vous propose de suivre Anne-Marie Alopo, qui s'est réincarnée en tenancière d'un autre siècle, et qui, avec Pascal Chao, nous fait visiter une maison que vous connaissez fort bien, mais que les téléspectateurs ne connaissent pas. Suivons-la. Promenant mon fantôme coquin de tenancière à Pigalle, il m'est arrivé une étrange aventure, monsieur, dame. Flirtant du regard avec les enseignes du chat noir, tristement ravalé le minou, et toisant les enseignes clinquantes des lieux de plaisir modernes, l'envie m'a prise bien soudaine de revoir ma demeure. Ma maison close où tant de beaux messieurs ont fricoté avec les dés et surtout avec les rondeurs de Nini Larousse, Jeanne la Blanche ou la belle Marceline. C'était au début de ce siècle, au cœur de Pigalle. J'en frissonne encore d'avoir osé pousser la grille de mon bordel chéri, là où mes filles ont caressé tant de barbichettes. Et v'là-t-il pas qu'une chatte immaculée s'en prend au foulard de mes souvenirs. Il me semble retrouver le regard père de la sauvage Amandine dans les mirettes de la Minette. Je crois assez à la réincarnation, moi. Bref, je parcours le rez-de-chaussée où, de mon temps, les cartes et la roulette se chamaillaient les faveurs des plus gros joueurs, et là, applaudissez monsieur, dame, je trouve un hammam avec sculpture exotique et le buste de monsieur Molière. Toutes ces vapeurs auraient plu à mes satanés clients. Et là encore une chatte, mais noire comme Carmencita l'Andalouse. Tiens, l'escalier est bien le même, avec le jeu de miroir ludique qui me permettait de guetter l'arrivée de tous sans jamais être vu. D'un signe, je laissais entrer ou renvoyer à la rue les parieurs d'un soir, qui dans le salon rouge ou dans le salon bleu, dépensaient tous leurs écus. Plus de table de jeu désormais, mais des cartes de pierre. Et toujours des personnages étranges, peints ou en relief, venus de ces pays lointains, d'Asie, d'Inde. Le propriétaire serait-il un Maharaja ? Au premier, dans ce qui fut la chambre des plaisirs raffinés, un bien beau lit et une salle de bain très métropolitaine. À côté, une sacrée bibliothèque dont les livres semblent bien précieux, du cuir, de l'or, épatant. Et là, une drôle de petite chambre faussement monacale, si j'en crois les dessins érotiques accrochés au mur, dignes des talents de mes filles. Il paraît que le propriétaire est un monsieur du cinématographe. Il me paraît bien coquin, le bonhomme. Il doit aimer les femmes, c'est sûr. Peut-être même qu'il pense à nous de temps en temps. Et puis il a ces splendides bondieuseries du Mexique pour lui donner bonne conscience, des ex-voto qu'on appelle ça. Il paraît bien cultivé en somme. Il est chic en tout cas. Il a gardé le chevalier de Toulouse, ce bon Lautrec pour qui mon joyeux bordel était une douce muse, ses pinceaux en frétilles de bonheur. En tout cas, je suis bien tranquille.
Je sais que les chattes de cette maison possèdent l'âme de mes filles. Elles m'ont accroché de la patte. Elles veillent à ce que le plaisir se cristallise toujours en cette maison chérie. Je crois à la réincarnation des femmes et de la volupté. Et vous, monsieur Carrière, y croyez-vous? Entendez-vous toujours nos rires et le froissement de nos robes de taffetas? Je m'en vais, allez, je suis qu'un fantôme de mousseline. Très très joli, très très joli film. Une merveille. Un bijou. Vous avez remarqué comme mes chattes sont cabotines? Mais c'est fou, hein, elles s'arrangent toujours pour se faire filmer. Ouais. Anne-Marie Alopole est aussi un bijou. Ah oui, c'est beau, c'est très beau. Ouais. Alors très émouvant. Ouais. Cette maison, c'est votre maison? Oui, c'est la maison que j'ai la chance d'occuper à Paris. C'est l'ancien Cercle Massé. C'est vrai que c'était une maison de jeu et un bordel célèbre jusqu'en 1931. Et vous le saviez quand vous l'avez... Oui, je le savais, bien sûr. Je l'ai même acheté, cinéma oblige, à un monsieur très charmant qui s'appelait Monsieur Bresson. Ce n'était pas le cinéaste, c'était un tapissier en meubles et c'est lui qui me l'a vendu. Et quand vous l'avez acheté, ça vous a pas fait peur de savoir que, au contraire? Au contraire. D'ailleurs, j'ai trouvé dans le jardin des petites perles en verre, des cartes postales avec des photos dédicacées de filles. Il y avait encore quelques peintures ici ou là. Il y a toujours des parfums qui rôdent, comme vous avez vu. Et ces miroirs qu'on voit, tout ce jeu de miroirs, ils existaient déjà? Oui, il y avait 5 miroirs dans l'escalier qui permettaient partout à la patronne de voir qui entrait en bas. C'est un jeu très subtil qui a fait le désespoir de beaucoup de photographes et de caméramans. Donc il y a une sorte de microclimat, il y a des ondes. Ah oui. C'est le seul fantôme. Juste en face, le chat noir. Donc moi, tous les soirs quand je rentre avec Charles Cros, Alphonse Allais et tant d'autres qui m'accompagnent et qui viennent boire le pot de l'amitié. Ce qui ne vous empêche pas de converser aujourd'hui avec Jean Audouze ou Michel Cassé sur l'invisible? Oui, sur l'invisible et le astros. visible. Oui, avec les astros. Physiciens, avec d'autres scientifiques aussi. Oui, c'est vrai que vers l'âge de 45-50 ans, j'ai décidé de ne pas mourir tout à fait idiot. Je sentais que quelque chose se passait dans l'immense monde des sciences. Et j'en étais exclu. Vous savez, on peut être exclu souvent par sa propre faute. Alors j'ai fait, malgré mon âge, l'effort d'y aller. J'ai été très très bien reçu par ses amis. Et depuis ce temps-là, je dois dire que je vais de découverte en découverte et de travail en travail d'ailleurs. Quel lien entre Buñuel, Etex, Jean Audouze, Savant, cette maison, comment vous dites-vous la maison? Le Cercle Massé. Le Cercle Massé, Goya, et puis tant d'autres. Quel lien? Je ne sais pas, j'ai envie de dire... Et le Dalai Lama? Le Dalai Lama, bien sûr, une curiosité est nécessaire, une curiosité positive, qui est toujours en mouvement, qui ne s'arrête jamais. Le fait d'essayer d'éviter les murailles pour les contourner, d'aller un peu plus loin, de trouver d'autres couloirs. La passion pour la planète, ça existe aussi. Vous savez, il y a des gens qui naissent, et quelquefois c'est triste, dans les yeux des enfants, de voir un désintérêt de la Terre qui nous porte. Moi, j'ai toujours été fasciné par le monde où nous vivons, notre petite planète et l'immensité, l'infini, pourrait-on dire, qui l'entoure. Alors j'essaie, dans mon modeste passage et dans le très petit temps que nous avons, de prendre un relais et puis, si possible, de le transmettre. Passion toujours inassouvie. Inassouvie, heureusement, comme toute passion d'ailleurs. Pour l'assouvir, prochain projet? Le prochain projet est un film de télévision qui peut-être aussi sera un livre un jour. J'en rêvais depuis longtemps, je suis en train de finir de l'écrire. Ça s'appelle Le dernier jour de Socrate. Quelle belle idée. Et je voulais le faire. J'ai passé tout l'été avec Platon et Socrate, bien sûr, et Xénophon aussi. Et c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un mec, comme dirait Coluche. C'est l'histoire d'un homme qui va mourir, qui le sait, qui réunit ses élèves et qui leur dit: je vais vous donner la plus difficile et la plus dure des leçons, qui est comment mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir. Pour vous donner cette leçon, je vais mourir devant vous. Je n'ai jamais trouvé de plus beau sujet que celui-là. Merci beaucoup, Jean-Claude Carrière, pour cette heure passée ensemble. Et à vous, longue vie. Merci. Merci.